Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'élection présidentielle au Togo aura lieu le 15 avril 2015. Alors que le pays est en pleine campagne, quel bilan est-il possible de dresser du dernier quinquennat? Beaucoup de réformes annoncées n'ont pas été concrétisées. En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ancienne première dame Simone Gbagbo ont introduit une demande de pourvoi en cassation. C'est l'avocat général Simon Yabodi qui l'a annoncé ce lundi 16 mars sans préciser pour autant les motivations de ce pourvoi. 20 millions de dollars pour soutenir la Centrafrique. C'est la conclusion de la 7e réunion du groupe international de contact. La somme proposée devrait contribuer à la réinsertion des ex-combattants et poursuivre les efforts de construction. Au Togo, l'ordre des candidats sur le bulletin de vote pour la présidentielle du 15 avril 2015 est connu depuis le 13 mars 2015. La CENI se prépare donc activement pour ce scrutin. Mais au-delà de ces préparatifs, la situation politique du Togo est peu reluisante. État des lieux avec Emefa Kofi. C'est avec 60,92% des suffrages que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a remporté pour la seconde fois en 2010 le scrutin présidentiel. 5 ans après, l'heure est au bilan. Et pour l'association Bâtir le Togo, dont l'objectif est d'œuvrer pour un état de droit et le bien-être des Togolais, le pouvoir peut se réjouir de certaines avancées. Il s'agit notamment de celles relevant des infrastructures ou de la relance de l'économie. Cependant, beaucoup reste encore à faire quant à l'amélioration des conditions de vie de la population. Il y a un certain nombre d'éléments de ce régime même, tel qu'il est fait dès le départ, qui ne permettent pas de faire avancer les choses. Je fais allusion au système installé par les barons du régime, des gens qui s'accaparent toute la richesse du pays, qui s'asseyent dessus. Mais jusqu'à présent, rien n'a malheureusement pu être fait concrètement pour changer cette situation. Par ailleurs, le gouvernement devrait procéder aux réformes constitutionnelles et institutionnelles inscrites dans l'accord politique global signé par l'ensemble des partis politiques. Même à un mois de la présidentielle d'avril prochain, ces réformes ne sont toujours pas opérées. Ces réformes, ce n'est pas une petite chose. C'est la Constitution de 92, votée à plus de 97% par les Togolais, qui a été modifiée unilatéralement par Yadema en 2002. Et c'est vrai que faire revenir un peu les éléments de cette Constitution, c'était un moyen de mettre fin aux crises à répétition dans notre pays. Les élections qui viennent, parce que les réformes n'ont pas été faites, il n'en demeure pas moins, à mon sens, qu'au sortir de ces élections, il n'y aura pas du grabuge comme par le passé. À noter qu'en avril 2005, le Togo avait connu une violence post-électorale sans précédent. La coalition des organisations de défense des droits de l'homme exige pour sa part l'arrêt du processus électoral en cours pour l'apaisement du climat politique dans le pays. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été condamnée à 20 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Ses partisans dénoncent un procès politique. Ce lundi 16 mars, l'accusation et la défense ont décidé de se pourvoir en cassation. Aminata Diak. En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ex-première dame Simone Gbagbo se sont pourvus en cassation ce lundi 16 mars. L'épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo avait été condamnée à 20 ans de prison et de 10 ans de privation de ses droits civiques pour son rôle dans les violences électorales de 2010-2011 au terme de plus de 2 mois de procès. Un verdict jugé trop sévère pour certains et sans fondement pour la défense. On s'est pourvu en cassation. La procédure est irrégulière et doit être frappée de nullité. La condamnation repose sur des faits non caractérisés. Il n'y a pas de doute, on aurait dû aboutir à un acquittement. La situation est ubuesque. Ce pourvoi était attendu de la part de la défense, seulement il a également été demandé à la surprise générale par le parquet général qui avait vu ses réquisitions doublées dans le verdict rendu le 10 mars par la cour d'assises d'Abidjan. Plusieurs choses peuvent expliquer justement ce pourvoi en cassation. Il y a d'abord que la main hâtive et lourde, la cour d'assises a soit condamné très lourdement un certain nombre d'accusés et de l'autre côté a été assez clémente pour certains d'entre eux. Et puis l'autre fait qui peut expliquer ça, c'est peut-être que il y a eu une sorte de déni du droit en quelque sorte, c'est-à-dire que au niveau de la procédure, l'instruction n'a pas été
au fond des choses. L'instruction n'a pas vraiment creusé profondément, n'a pas cherché des véritables preuves, d'où cette impression vraiment de gâchis judiciaire. Et donc que l'accusation et la défense se retrouvent au moins sur ce point-là pour faire appel, ça montre effectivement que le travail judiciaire n'a pas été fait. Simone Gbagbo a été jugé avec 80 co-accusés, notamment Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, qui a écopé de 5 ans de prison, tout comme Aboudraman Sangaré, fidèle compagnon du couple Gbagbo. Pascal Afinguessan et Daniel Boni-Claveri ont quant à eux été condamnés à des peines plus légères, 18 et 24 mois avec sursis. La Côte d'Ivoire qui a annoncé ce lundi 16 mars qu'elle reprendra le rapatriement de ses réfugiés au Libéria. Au début du mois d'avril, il serait encore 38 000 à attendre dans des camps depuis la crise post-électorale entre 2010 et 2011. Le transfert avait été interrompu à cause de la propagation de l'épidémie Ebola. Seules les liaisons aériennes avaient repris au mois d'octobre 2014. Le Libéria est officiellement le pays le plus touché par la fièvre hémorragique avec 4 162 morts sur les 10 000 victimes recensées. Au Mali, une équipe de médiateurs internationaux emmenés par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, est attendue dans le bastion de la rébellion Touareg à Kidal. Objectif, inciter les groupes du Nord à paraffer les accords de paix. Ibrahima Jinjai. Nouvel espoir dans le processus de paix dans le nord du Mali. Une équipe de médiateurs internationaux sous l'égide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, est attendue ce mardi à Kidal pour convaincre les groupes rebelles de signer le pré-accord de paix. Un texte dont la base des mouvements rebelles rejette car ils n'auraient pas pris en compte, selon eux, la question de l'autonomie de cette région du Mali. S'il faut appeler le chat par son nom, cette mission va à Kidal pour obliger le MNLA à signer, à paraffer l'accord, parce que le MNLA est la seule partie qui n'a pas encore paraffé l'accord d'Alger. Ils avaient besoin de quelques jours pour consulter leur base. Et ça fait maintenant des semaines que tout le monde attend Kidal. Alors que l'accord n'est pas un accord du Mali, c'est un accord imposé par la communauté internationale et au Mali et aux autres mouvements. Il faut le reconnaître, il n'y a jamais de bon accord. Bamako a des réserves, mais Bamako a accepté de paraffer l'accord. Donc aujourd'hui, la mission de la MINUSMA à Kidal, c'est pour aller tendre la main aux responsables du MNLA afin qu'ils puissent signer, paraffer, disons, l'accord de paix. Malgré plusieurs jours d'intenses négociations, les groupes rebelles du Nord Mali, les chefs traditionnels et les représentants de la société civile locale n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la nécessité de signer ce pré-accord de paix validé le 1er mars à Alger en Algérie. Face à cette impasse, la communauté internationale impliquée dans les négociations se voit obligée de réagir. Aujourd'hui, vu que le MNLA traîne les pas, donc la communauté internationale, pour sa crédibilité, est obligée de mettre la pression sur le MNLA afin que le MNLA paraffe l'accord. Parce que, comme je l'ai dit, l'accord est un accord de la médiation, c'est-à-dire de la communauté internationale. Le Mali, de son côté, a accepté. Tous les autres médiateurs aussi ont accepté. Donc, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi Kidal n'était pas signé. La seule ville de Kidal refuse l'accord. Donc, ça veut dire que si la communauté internationale ne se fait pas attention, elle va se faire discréditer par le MNLA par rapport au paraphe de cet accord, qui arrache tout le monde. Le statut de l'Azawad est un point d'achoppement non négligeable dans ce conflit et dans sa résolution. En effet, les autorités maliennes ne reconnaissent toujours pas l'Azawad et considèrent que le Mali est un territoire indivisible. Les combats ont repris au Sud-Soudan d'après une déclaration de l'armée ce mardi. L'état pétrolier du Haut-Nil est particulièrement touché et les pertes seraient lourdes du côté de l'état-major. Depuis décembre 2013, le plus jeune État du monde est divisé par des luttes fratricides et ce, au mépris de nombreux cessez-le-feu signés. Le bilan fait déjà état de dizaines de milliers de morts et de 2 millions de déplacés. Un appel à une contribution d'au moins 20 millions de dollars a été lancé par le groupe international de contact sur la République centrafricaine. Si d'importants efforts ont déjà été réalisés, le pays a encore besoin de l'appui de la communauté internationale pour se relever. Ibrahima Jinjai. La 7e réunion du groupe international de contact sur la République centrafricaine a pris fin ce lundi à Brazzaville au Congo. Le groupe, qui avait pour objectif d'examiner les efforts déployés pour mener à bien la transition en cours en Centrafrique, appelle à une contribution d'au moins 20 millions de dollars pour la réalisation des opérations de réinsertion des ex-combattants et poursuivre les efforts de reconstruction. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation vraiment favorable et optimiste qui nous donne espoir
Et je crois que il faut que la communauté internationale continue de nous appuyer et surtout, rien ne peut avancer si les promesses faites ne sont pas réalisées. Il faut absolument que nous mobilisons les ressources nécessaires et que nous savons qu'il y a d'autres crises ailleurs, que la RCA peut-être n'est plus dans les médias comme avant, mais la RCA reste un danger potentiel. N'oublions pas que Boko Haram n'est pas loin. Les participants à cette rencontre ont déploré le retard accusé dans la mobilisation des fonds nécessaires au regroupement des combattants des différents groupes armés. Toutefois, sur le plan économique et humanitaire, d'importants résultats ont été accomplis. La leçon que nous pouvons tirer de ce groupe de contact, en fait, c'est une leçon extrêmement optimiste et qui nous donne vraiment espoir. En tout cas, nous sommes encore, certes, dans le tunnel, mais on commence à voir au loin le bout du tunnel et la lumière. Nous savons désormais que nous y arrivons. Donc, en fait, tous les critères virent lentement et graduellement au vert. Que ce soit sur le plan sécuritaire, il y a des avancées énormes aujourd'hui. Que ce soit sur le plan, par exemple, de recouvrement des recettes de l'État, là aussi, il y a des avancées énormes. Nous sommes passés de moins 30 et quelques pourcents en termes de taux de croissance à aujourd'hui plus 1,5 environ. Une enveloppe de 1,5 million de dollars a été décaissée par l'Union africaine pour soutenir le processus de transition. Des élections devraient avoir lieu avant août 2015 au plus tard. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.